En 1911, un homme grimpe une montagne froide et pluvieuse au Pérou. Trempé jusqu'aux os, guidé par un gamin de 11 ans qu'il vient à peine de rencontrer, sans vraiment savoir ce qu'il va trouver là-haut. Ce n'était pas un archéologue, il ne cherchait même pas ce qu'il a fini par découvrir. Il était à la recherche d'une toute autre ville. Et puis, à travers le brouillard, ça apparaît. Des centaines de structures en pierre, dressées sur la crête d'une montagne à plus de 2400 mètres d'altitude. Des temples, des palais, des terrasses qui dégringolent le long des pentes comme un escalier taillé par des géants. Le tout assemblé à la perfection sans une seule goutte de mortier. Sans la roue, sans outils en fer, sans rien de ce qu'on considère indispensable pour construire quelque chose qui dure. 500 ans plus tôt, une civilisation avait bâti une ville entière au sommet d'une montagne et l'avait ensuite simplement abandonnée. La jungle l'a avalée, les nuages l'ont engloutie et pendant des siècles, le reste du monde a oublié qu'elle existait. Ce que Hiram Bingham a découvert par hasard le 24 juillet 1911, ce n'était pas juste des ruines, c'était une question. Qui a construit ça? Pourquoi ici? Pourquoi sont-ils partis? Et peut-être la question la plus troublante de toutes, qu'est-ce qui se cache encore là-dehors, enfoui sous la jungle, en train d'attendre? Aujourd'hui, plus d'un siècle après ce matin pluvieux, on n'a toujours pas toutes les réponses. Mais celles qu'on a sont plus étranges, plus brillantes et plus humaines que n'importe quelle légende n'a jamais pu le suggérer. Voici l'histoire de Machu Picchu, la cité perdue qui ne l'a jamais vraiment été. Juste oubliée. Par tout le monde, sauf la montagne. Pour comprendre Machu Picchu, il faut comprendre la civilisation qui l'a bâtie. Et pour comprendre cette civilisation, il faut accepter une vérité un peu inconfortable sur la façon dont l'histoire s'écrit. L'Empire Inca, Tawantinsuyu dans leur propre langue, qui signifie les 4 régions, était le plus grand empire des Amériques précolombiens. À son apogée, il s'étendait sur plus de 4000 km le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, de ce qui est aujourd'hui la Colombie jusqu'au centre du Chili. Il gouvernait des millions de personnes, avait construit plus de 40 000 km de routes à travers des terrains parfois impossibles et avait développé des techniques agricoles tellement sophistiquées que les ingénieurs modernes les étudient encore. Et il n'a laissé aucune trace écrite. Les Incas n'utilisaient pas l'écriture comme on l'entend. Ils communiquaient via un système appelé le quipu, des cordes nouées de différentes couleurs et longueurs qui codaient des informations à travers des motifs. La plupart de ces quipus ont été perdus, et la grande majorité de ce qu'on sait des Incas ne vient pas de leurs propres mots, mais des récits des conquistadors espagnols qui ont débarqué en 1532 et ont tout mis sens dessus-dessous. Francisco Pizarro est arrivé au Pérou avec à peine 168 soldats. L'armée inca comptait des dizaines de milliers d'hommes, et pourtant, en moins de 2 ans, l'empire s'était effondré, affaibli par une guerre civile dévastatrice entre 2 frères, Huáscar et Atahualpa, chacun revendiquant le trône. Pizarro a exploité cette fracture avec une précision brutale. Il a capturé l'empereur Atahualpa, extorqué une rançon en or et en argent qui remplissait une pièce, et l'a quand même fait exécuter. L'empire ne s'en est jamais remis. En quelques décennies, la capitale inca de Cusco avait été physiquement démantelée, ses pierres sacrées recyclées comme fondation pour des cathédrales espagnoles. Les langues, les rituels, les savoirs, tout supprimé, découragé ou simplement effacé. Et là-haut dans les montagnes, une seule ville a réussi à tout éviter. Parce que les Espagnols n'ont jamais trouvé Machu Picchu. C'est l'un des faits les plus incroyables de ce site. Les Espagnols étaient méticuleux. Ils documentaient les villages, pillaient les temples, fondaient les objets sacrés et marquetaient les territoires avec une précision coloniale quasi obsessionnelle. Mais Machu Picchu, à 80 km seulement de Cusco, la capitale inca, n'apparaît dans aucun document colonial espagnol. Ils sont passés à côté. Ils ont navigué autour. Les mules trottaient sur des chemins de montagne pas très loin, et ils n'en ont jamais rien su. Quand les archéologues ont cherché à comprendre pourquoi, la réponse était étonnamment simple. Machu Picchu se trouvait dans un repli naturel profond des Andes, invisible depuis les vallées en contrebas. La montagne et les nuages s'étaient ligués pour la cacher. Et ainsi, pendant que le reste du monde inca était systématiquement effacé, Machu Picchu restait là,
immobile, dans la pluie, dans la brume, à attendre. La construction de Machu Picchu a commencé vers 1450 après Jésus-Christ. Celui qui la commandait s'appelait Pachacuti Inca Yupanqui, un nom qui se traduit magnifiquement par « celui qui fait trembler la terre ». Pachacuti était sans l'ombre d'un doute l'un des dirigeants les plus remarquables de toute l'histoire humaine. Il a hérité d'un petit royaume régional et l'a transformé dans le plus grand empire que les Amériques n'aient jamais connu. Il a reconstruit la capitale Cusco de zéro, en la redessinant en forme de puma. Il a réorganisé les structures sociales, politiques et économiques de tout l'empire, et il a fait construire Machu Picchu, très probablement comme sa résidence royale, une retraite où l'empereur et sa cour pouvaient passer une partie de l'année loin des contraintes de Cusco, près des montagnes sacrées et de la rivière Urubamba qui serpentait des milliers de mètres plus bas. Le site qu'il a choisi était d'un point de vue ingénierie complètement dingue. Une étroite selle de terrain entre deux sommets, Machu Picchu et Huayna Picchu, avec des cliffs abrupts qui plongent vers la rivière sur presque tous les côtés. La zone reçoit des pluies intenses, le sol est instable, les pentes sont streptes d'un point qui défie le bon sens. Tout dans cet endroit criait « construit ailleurs ». Pachacuti a construit quand même. Et ce que ses ouvriers ont accompli est encore 5 siècles et demi après ce matin pluvieux, une source d'étonnement pour les ingénieurs modernes. Les Incas n'avaient pas d'outils en fer, pas de style, pas de grands animaux de trait à part le lama qui pouvait au plus porter une charge modeste. Chaque pierre de Machu Picchu a été extraite à main, taillée à main et transportée à main, sur le flanc d'une montagne. Les plus grands blocs pèsent plus de 50 tonnes. La technique utilisée pour les structures principales s'appelle la maçonnerie en pierre de taille. Une méthode qui consiste à tailler les pierres avec une telle précision qu'elles s'emboîtent sans une seule goutte de mortier. Les blocs s'imbriquent dans des formes irrégulières, comme les pièces d'un puzzle. Résultat, un mur qui, lors d'un tremblement de terre, fréquent au Pérou sur la ceinture de feu du Pacifique, se met légèrement en mouvement et se remet en place, au lieu de se craquer et de s'effondrer. Lors d'un violent séisme à Cusco en 1650, les bâtiments coloniaux espagnols se sont effondrés partout dans la ville. Les murs incas en dessous, sur lesquels les Espagnols avaient construit, sont restés debout. Les murs de Machu Picchu tiennent depuis près de 500 ans. La cité comprenait aussi 200 terrasses en cascade sur le flanc de la montagne, pas décoratives, mais fonctionnelles. Des couches de pierre, de gravier, de sable et de terre conçues pour absorber l'eau de pluie, éviter l'érosion et créer des zones fertiles pour cultiver en altitude. 16 fontaines en pierre, alimentées par une source via un système de canaux capable d'acheminer l'eau fraîche sur plusieurs niveaux du site grâce à la seule gravité. Et 13 bouches d'évacuation intégrées dans les murs pour drainer les eaux de pluie. Avec une sophistication telle que l'American Society of Civil Engineers l'a officiellement reconnue comme une référence que les urbanistes modernes citent encore aujourd'hui. Ce n'était pas un chantier primitif, c'était du génie à l'état pur. Celui de gens qui comprenaient leur environnement si profondément qu'ils ont pu bâtir une ville dedans sans jamais lui résister, en faisant simplement équipe avec elle. Les Incas n'ont pas conquis le paysage, ils ont dialogué avec lui. Alors, à quoi servait vraiment Machu Picchu? Cette question a suscité plus de débats que presque n'importe quel autre sujet en archéologie sud-américaine. Et la réponse honnête encore aujourd'hui, c'est « on ne sait pas vraiment ». Ce qu'on sait, c'est qu'entre 300 et 750 personnes y vivaient en même temps. La population grossissait quand Pachacuti et sa suite royale arrivaient pour leur séjour saisonnier, amenant avec eux des prêtres, des artisans, des administrateurs et des serviteurs. Quand l'empereur repartait, la population permanente des gardiens restait sur place, entretenant les terrasses, maintenant les systèmes hydrauliques, gardant les temples prêts. Le site est clairement divisé en zones distinctes. Un secteur agricole avec ses terrasses en cascade, un secteur urbain avec des logements pour différentes classes sociales, un palais royal et un cœur cérémoniel avec des structures qui nous en disent long sur la façon dont les Incas concevaient leur place dans l'univers. Le temple du soleil est orienté de manière à ce qu'au solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, les premiers rayons de l'aube entrent par une fenêtre précise et illuminent une pierre précise. Ce n'était pas un hasard.
Les Incas étaient des astronomes rigoureux et méthodiques, qui suivaient le mouvement du Soleil avec une précision qui gouvernait l'intégralité de leur calendrier agricole et cérémoniel. Au point le plus haut du site se dresse l'Intihuatana, une pierre sculptée qui se traduit par « le poteau d'attache du Soleil ». Les chercheurs pensent qu'elle servait d'outil astronomique pour suivre la position du Soleil tout au long de l'année. Mais elle avait aussi une dimension spirituelle. Les Incas croyaient que cette pierre retenait littéralement le Soleil, que sans elle, il risquait de dériver de sa trajectoire. C'était l'objet le plus sacré du site. Quand les Espagnols ont détruit chaque Intihuatana qu'ils ont trouvé dans les sites Incas à travers le Pérou, celui de Machu Picchu a survécu, simplement parce que les Espagnols ne savaient pas qu'il existait. Et puis, vers 1540, les habitants de Machu Picchu sont partis. Pas de bataille, pas d'incendie, pas de catastrophe évidente. Les fouilles n'ont révélé aucune fosse commune, aucune trace de destruction violente, aucune couche de cendres qui laisserait penser que la cité a brûlé. Les résidents semblent tout simplement être partis. Ils ont emporté leurs affaires, ils ont laissé les pierres, et en quelques décennies, la jungle a commencé à reprendre ce que les Incas avaient bâti. Pourquoi sont-ils partis? La réponse la plus probable, c'est la conquête espagnole. Non pas parce que les Espagnols ont trouvé Machu Picchu, mais parce qu'ils ont brisé le système qui la faisait vivre. La lignée de Pachacuti étant bronquée, la résidence royale n'avait plus de roi à servir. Sans empereurs qui reviennent chaque saison, sans ligne d'approvisionnement depuis Cusco, les gardiens permanents ont fini par partir eux aussi. La cité n'est pas morte dans un grand fracas, elle a été abandonnée silencieusement, comme un feu de camp qui s'éteint quand plus personne ne l'entretient. Le 24 juillet 1911, Hiram Bingham s'arrête dans une ferme au bord de la rivière Urubamba. Un agriculteur local, nommé Melchor Arteaga, lui dit par l'intermédiaire d'un policier interprète qu'il y a des ruines là-haut sur la crête. Le lendemain matin, sous une petite pluie froide, Arteaga guide Bingham jusqu'à la montagne. Un gamin du coin de 11 ans, Pablito, lui montre le dernier tronçon. Et puis Bingham pousse au travers d'un fourré de bambou et se retrouve face à ce qu'il décrira plus tard comme une vue inattendue. Une immense succession de terrasses de pierre magnifiquement construites, chacune longue de centaines de mètres de long, puis des murs, puis des temples, puis l'ampleur totale de la chose qui émerge au travers du brouillard. Il écrira lui-même plus tard que ça lui avait littéralement coupé le souffle. Ce que Bingham a fait ensuite est nettement plus compliqué que l'histoire héroïque qu'il a fini par construire autour de lui-même. Il n'était pas le premier étranger à avoir vu le site. Un archéologue péruvien nommé Agustín Lizárraga y était passé en 1902, 10 ans plus tôt, et avait laissé son nom et la date inscrite au charbon sur le mur du temple des 3 fenêtres. Bingham a lui-même trouvé cette inscription et l'a documentée dans ses premiers carnets. Il a ensuite discrètement cessé d'en parler. Les agriculteurs locaux quechua-phones n'avaient eux jamais perdu la mémoire du site. Ils cultivaient les terrasses, ils vivaient dans des huttes sur le site quand Bingham est arrivé. La cité n'était pas perdue pour eux, seulement pour le monde extérieur. Et les artefacts que Bingham a emportés, quelques 40 000 objets, dont des céramiques, des momies, des outils en bronze et des restes humains, ont quitté le Pérou au nom de l'université Yale avec un accord gouvernemental stipulant qu'ils seraient rendus. Ce ne fut pas le cas pendant près d'1 siècle. Depuis des décennies de pression diplomatique et de batailles légales, Yale a finalement commencé à rendre la collection au Pérou en 2011, exactement 100 ans après que Bingham avait grimpé cette montagne sous la pluie. Ce que Bingham a accompli malgré tout ça était vraiment significatif. Il a photographié le site, il a publié ses découvertes dans National Geographic en 1912, faisant connaître Machu Picchu au grand public mondial d'une façon qui a tout changé. Il a donné une histoire au monde, et les histoires comptent en archéologie, même quand elles sont imparfaites. Voilà quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas sur Machu Picchu en 2025. On est encore en train de la découvrir. Une technologie appelée LIDAR, détection et télémétrie par lumière, envoie des millions d'impulsions laser depuis un drone ou un avion qui traversent la canopée de la jungle et rebondissent sur le sol en dessous. Le résultat, c'est une carte tridimensionnelle du paysage qui voit à travers tout ce que les arbres cachent. Ce qu'elle a révélé autour de Machu Picchu est extraordinaire.
Une équipe de chercheurs polonais de l'Université de Varsovie, utilisant un lidar embarqué sur drone, a découvert plus d'une dizaine de structures inconnues cachées à quelques mètres seulement d'un complexe cérémoniel appelé Czachabamba. Des structures si proches du site principal que, comme l'a dit la chercheuse principale Dominika Sieczkowska, elles étaient juste là et on ne savait même pas qu'elles existaient. Les scans ont aussi révélé des canaux en pierre souterrains qui alimentaient le complexe en eau via un réseau dont le débit était calculé avec une telle précision que les archéologues ont pu construire des modèles virtuels montrant exactement comment l'eau circulait. L'eau ne servait pas principalement à boire, le volume était trop faible pour ça. Elle était symbolique, les Incas canalisaient le sacré, pas seulement le pratique. D'autres relevés en 2024 et 2025 ont révélé plus de 12 nouvelles structures inconnues sous des siècles de végétation. Des scientifiques de l'Université de Sydney sont en ce moment en train de scanner une zone de 5000 hectares autour du site principal, la plus grande étude de ce type jamais réalisée à Machu Picchu. Les résultats arrivent encore. Ce qu'ils nous disent collectivement, c'est que Machu Picchu n'ait jamais été juste une ville isolée sur une crête. C'était le centre d'un vaste paysage cérémoniel interconnecté, un réseau de sites, de routes, d'espaces rituels et de géographie sacrée qui s'étend sur les montagnes environnantes, la plupart encore enfouies, encore non cartographiées, encore en attente. Le tableau complet de ce que les Incas ont construit ici est encore en train d'être découvert, non pas comme Bingham l'a découvert, en trébuchant sous la pluie et dans le bambou, mais millimètre à millimètre, impulsion laser par impulsion laser, à mesure que la technologie rattrape enfin ce qu'une civilisation a bâti à la main il y a 600 ans. Par une journée claire, quand tu te tiens sur la crête de Machu Picchu et que tu regardes la vallée de l'Urubamba, tu comprends pourquoi Pachacuti a choisi cet endroit. Les montagnes ne te cernent pas seulement, elles te parlent. Chaque sommet a un nom, une signification sacrée, une relation au soleil et aux saisons que les Incas ont cartographié avec un coin exquis. La cité ne repose pas sur la montagne, elle lui appartient. Les murs, les terrasses et les fontaines ne sont pas imposés au paysage, ils en ont poussé, comme si la montagne elle-même avait décidé de les faire naître. Pendant 5 siècles, ces murs ont résisté à la pluie. Ils ont tenu les tremblements de terre, ils ont vu la jungle avancer et reculer. Ils étaient là quand Bingham a soufflé de stupeur. Ils étaient là quand l'UNESCO a classé le site au patrimoine mondial en 1983, quand Machu Picchu a été élu l'une des nouvelles 7 merveilles du monde en 2007. Ce que Machu Picchu ne cesse de nous enseigner, la leçon qui ne prend jamais une ride, c'est que l'histoire a une mémoire bien plus longue que la nôtre. Les civilisations qu'on a décidé d'appeler perdues ne l'étaient pas pour elles-mêmes. Elles savaient exactement où elles se trouvaient. Elles ont construit des choses qui durent parce qu'elles les ont construites pour durer. Il y a d'autres cités dans la jungle, les données lidar ne cessent de le confirmer. D'autres pierres, d'autres terrasses, d'autres messages d'une civilisation qui n'avait pas le luxe d'écrire, alors elle a construit à la place, dans le granit, au sommet des montagnes, pour toujours. Elles sont encore là, il suffit de regarder.